Normalement, on va avoir un petit C'est point bon. rouge. C'est bon. Nous allons démarrer ce deuxième webinaire sur l'alimentation et l'environnement qu'on anime dans le cadre d'un programme qui s'appelle Mon goût pour le local, qu'on aura l'occasion de vous présenter là dans la matinée. On avait mis quelques conseils pour la visio, mais ils peuvent être largement adaptés vu l'auditoire de ce matin. On a conseillé de couper le micro, d'allumer la caméra si vous le pouvez ou de la couper comme vous le souhaitez et de poser des questions dans le chat, mais vous pouvez tout à fait prendre la parole sans aucun problème au cours de la matinée. Ok, eh ben, écoutez, je fais ça. On y va alors. Ce qui était prévu, du coup, le programme qu'on avait proposé, un petit temps de présentation, comme on a pu le faire aussi sur le premier. Un temps pour voir le lien un peu entre santé, alimentation et environnement. Un temps où on va parler de l'alimentation durable, en abordant la question de la saisonnalité, des différents circuits et notamment de ce qu'on appelle les circuits courts. Et on parlera également des repas végétariens. Et puis, on terminera avec un temps pour présenter quelques outils qui peuvent servir à animer des séances en classe sur ce thème-là. On va du coup vous proposer de commencer par une présentation, bien sûr. Pour ce faire, on a choisi un outil qui s'appelle le portrait chinois, qui se présente ainsi. On marque si j'étais et on imagine quelles sont les réponses qui correspondent aux questions qu'on va se poser. Là, on a marqué des choses sur l'alimentation et sur le sujet qu'on va aborder, mais on peut très bien le faire sur n'importe quel sujet finalement. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est de réfléchir aux réponses qui correspondent aux questions qu'on a posées. La première, c'est si j'étais un aliment, je serais. La deuxième, si j'étais un ustensile de cuisine, je serais. Si j'étais une recette, je serais. Si j'étais un moyen de locomotion, je serais. Si j'étais une saison, je serais. Et si j'étais une expression, je serais. On va le faire chacun notre tour. On peut vous laisser 2-3 minutes pour réfléchir peut-être, parce que nous, on a un peu triché, on a réfléchi avant. Et après, on voit ensemble ce qu'on a écrit. Donc, on vous laisse 2 minutes. Vous nous dites quand vous avez complété un maximum d'items. C'est bon pour moi. C'est bon. Oh, bah, dis donc. Est-ce que vous voulez démarrer du coup? Ah, ok. Comme vous voulez. Alors, si j'étais un aliment, je choisirais la tomate. Si j'étais un ustensile, je serais une louche. Si j'étais une recette, ce serait du poulet au coco. Si j'étais un moyen de locomotion, ce serait le vélo. Si j'étais une saison, ce serait le printemps. Et l'expression à cœur vaillant, rien n'est impossible. Merci du coup pour cette présentation. Est-ce que tu veux poursuivre, Elsa? Alors moi, si j'étais un aliment, ce serait une figue, parce que c'est un aliment qui vient du sud et qui est très bon, très sucré, que j'aime beaucoup. Si j'étais un ustensile de cuisine, ce serait une maryse. J'ai cherché sur Internet d'où vient la maryse. Je ne savais pas. Et en fait, le nom de la maryse, c'est le nom d'une cuisinière qui travaillait dans une grande maison de personnes à qui appartenait une usine qui fabriquait des ustensiles de cuisine. Et apparemment, pour rendre hommage à cette dame, ils ont voulu appeler cet ustensile comme leur cuisinière. Merci pour la petite anecdote. Alors du coup, j'ai trouvé que la maryse, c'était joli. Une recette, j'aurais dit le poulet au pain aillé. C'est une recette de ma grand-mère qu'elle me faisait quand j'étais petite. Un moyen de locomotion, je dirais des rollers, parce que c'est le sport de ma fille et qu'elle adore faire du roller, alors j'essaye d'en faire avec elle. Une saison, le printemps, parce qu'il y a les fleurs qui sortent et les odeurs qui sont magnifiques dans les jardins. Et une expression, je dirais qu'il vaut mieux. Alors, on dit souvent que, comment c'est, se lever tôt, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors qu'on devrait dire le monde appartient à ceux qui sont heureux de se lever tôt.
Parfois, on n'a pas le choix de se lever tôt ou pas. Ouais. Merci, Elba. Moi, j'avais mis. Alors, si j'étais un aliment, j'avais mis du pain parce que j'adore le pain et que on peut en manger dans toutes les occasions et à tous les repas. Si j'étais un ustensile de cuisine, je serais un presse-ail parce que j'adore l'ail. J'ai fait quelques Ça a variantes, changé, hein. tu vas voir. C'était pas J'ai ça que tu avais changé, oui. dit. Je serais un presse-ail parce que j'adore l'ail et que ça permet d'en mettre dans la cuisine sans avoir les doigts qui sentent l'ail pendant une semaine. Donc, j'apprécie cet ustensile. La recette, la charlotte aux fraises, parce que j'en fais très souvent et j'adore ça et c'est facile à faire. Moyen de locomotion, je dirais mes jambes. Je marche pas mal, donc je dirais ça comme moyen de locomotion. Une saison, le printemps aussi. Et une expression, j'avais noté l'expression faire un repas pentagruélique, parce que c'est une expression en lien avec l'alimentation et que ma mère notamment utilise beaucoup. Donc voilà, j'aime bien cette expression-là. Puis un petit clin d'œil à la littérature en plus, donc j'aime bien. Du C'est coup, un... Oui, si vous me permettez, parce que du coup, vous vous êtes étendu un peu sur votre portrait et moi, j'ai fait un peu le robot et j'ai pas trop expliqué. Vous m'accordez bien quelques sûr, minutes pour Avec que je dise plaisir. mes choix. avec plaisir. Donc, j'ai choisi la tomate parce que j'adore les crudités et notamment la fameuse salade tomate mozza l'été que je mange presque chaque jour parce que j'adore ça. J'ai choisi la louche pour la cuisine, l'ustensile, parce que c'est en rapport avec ma mère qui est d'origine malgache et qui cuisine énormément. Et quand j'ai cette vision de ma mère, en fait, je la vois avec la louche. La recette, c'est également en rapport avec mes origines parce que c'est une recette familiale, le poulet coco que je mange depuis toujours. Le moyen de locomotion, le vélo, parce que euh, j'ai l'occasion, mes parents habitent en Vendée et c'est un endroit où on fait beaucoup de vélo parce qu'il y a des pistes cyclables partout et parce que c'est beau. Et je trouve que moi j'ai la sensation d'être libre en fait quand je fais du vélo là-bas. La saison, c'est exactement comme vous. Et l'expression, je ne l'ai pas choisie en rapport avec la nourriture, mais parce que très souvent, bah, quand on fait des efforts, et bah, bien souvent, même si on a le sentiment de pas être, d'être mauvais ou de pas être fort ou de pas être bon, et je le vois aussi vis-à-vis des enfants, c'est ce que j'essaye de leur dire, et bah, quand on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, et bah, souvent ça match, ça marche. Voilà. Merci pour ces précisions. Vous pouvez tout à fait, dans l'énoncé de l'activité, demander à justement justifier ou pas les choix qui ont été faits sur chaque item. Le fait de préciser, ça amène un petit truc un peu plus perso et ça permet de connaître encore plus la personne qui va se présenter. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa de le préciser. C'est une technique qu'on utilise très souvent sur les premiers temps de prise de contact avec les classes ou avec les groupes auprès desquels on intervient, qu'on retrouve dans un guide qui s'appelle le guide des techniques d'animation de la FRAPS, où vous retrouvez tout un tas de techniques que vous pouvez utiliser dans les activités en lien avec la promotion de la santé ou pas, et qu'on peut personnaliser. Là, par exemple, celui-ci, là, le portrait chinois, on peut l'utiliser sur plein de thèmes différents. C'est tout à fait personnalisable, bien entendu. Voilà pour ce temps de présentation. Après, nous souhaitions présenter un petit peu la FRAPS, comme nous l'avions présenté l'autre fois sur le premier webinaire à notre collègue. Du coup, je vais aller un peu plus rapidement dessus. Nous sommes donc sur l'antenne 36. Il y a une antenne par département dans la région. Les REPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion à la santé. Et la FRAPS, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Nous avons plusieurs missions qui sont de former les personnels, d'aider à la documentation, d'apporter des outils, de proposer des livres, de proposer des jeux. Nous avons également deux missions de coordination qui sont sur la prévention du suicide et la vaccination.
Nous pouvons également aider des personnes qui souhaitent mettre en place des actions de promotion de santé dans leur structure. Et pour ça, on peut leur proposer des conseils et des aides à l'accompagnement méthodologique. Et nous avons également des missions d'intervention dans les structures, des interventions qui sont financées ou des interventions qui peuvent être à la demande des personnes sur des choses plus ponctuelles. Nous sommes 4. Claire qui est là à côté de moi. Moi, Elsa, du coup, qui travaille également sur la partie plutôt de nutrition. Et nous avons également Sophie et Annabelle, qui est notre responsable. Elsa, elle est vraiment sur la partie animation des actions. Excusez-moi, je dois emmener le téléphone à mes collègues. Allez-y, allez-y. C'est bon, merci beaucoup. Donc, Elsa, elle est vraiment sur la partie animation des actions sur l'alimentation du fait de son poste de diététicienne chargée de projet. Et moi, je vais plus être sur l'aspect documentation. C'est pour ça qu'on co-anime ces webinaires-là du fait des compétences spécifiques qu'on peut avoir. Nous avons donc mis plusieurs objectifs à ce webinaire. L'idée est de travailler sur ces objectifs-là. En premier, on voudrait travailler sur les représentations que l'on peut avoir autour de l'alimentation, de l'environnement, du manger durable, etc. On voudrait chercher aussi à comprendre les liens qui peuvent se faire entre les deux pour pouvoir ensuite les présenter en classe ou les présenter autour de nous. Connaître de façon plus précise les thèmes à aborder sur le sujet. Appréhender des nouvelles techniques d'animation. L'objectif aussi, c'est au fur et à mesure de vous présenter des choses qui existent pour que vous puissiez les réutiliser sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes, après tout. De constituer une boîte à outils pour parler alimentation et environnement. Et d'échanger entre professionnels. Mais là, pour le coup, on va avoir plus de mal. Nous, quoi. Il n'y aura que nous. On va démarrer du coup avec cette première partie sur la santé, l'alimentation et l'environnement. Alors déjà, on voulait repartir de la définition de l'OMS de la santé, qui définit cet aspect-là comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne correspond pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire qu'on sort de la vision de la santé qui dit qu'en fait, on est en bonne santé si on n'est pas malade. Quand on aborde la santé dans le cadre de la promotion de la santé, on voit ça de manière plus globale et on aborde ce thème-là sous les 3 angles, la santé physique, la santé sociale et la santé mentale. Du coup, pour agir sur la santé, on va utiliser un outil qui s'appelle la promotion de la santé, qui est un processus qui va donner aux personnes les capacités et les moyens d'avoir un plus grand contrôle sur leur propre santé. C'est-à-dire comprendre l'information, savoir où chercher l'information en santé et aussi mettre en application les conseils et les informations qu'on peut entendre. Donc, c'est un ensemble d'actions qui a pour but d'accompagner le changement de comportement, des comportements de santé dans le but de réduire les inégalités de santé. C'est complémentaire aux soins et on va utiliser l'information, l'éducation pour la santé et le perfectionnement des aptitudes de chacun qui sont indispensables à la vie. Et on dit en promotion de la santé
que l'idée, c'est d'agir précocement, donc d'agir le plus tôt possible. C'est pas grave si les enfants ne sont pas eux-mêmes acteurs de leurs propres choix et comportements. Il y aura toujours quelque chose qui va rester, donc il faut agir le plus tôt possible, le plus précocement possible pour avoir le plus d'impact sur les comportements de santé des futurs adultes qu'ils sont. Et on va aborder aussi la question de déterminants de santé. D'après vous, qu'est-ce qui peut influencer l'état de santé d'une personne? Si on vous pose la question comme ça, qu'est-ce qui peut agir, avoir un poids sur la santé, l'état de santé d'une personne? Il y a beaucoup de paramètres. Très Oui. grossièrement, je dirais l'environnement. Ouais. L'environnement, parce que ça va être l'endroit où on habite, est-ce que cet endroit est pollué ou pas? Est-ce que ça va être j'habite en campagne et j'ai accès à justement, j'ai un petit jardin, donc je peux faire un petit potager, ou bien j'habite en campagne, j'ai des, des producteurs locaux à proximité. L'environnement, c'est aussi le travail. Est-ce que j'ai un travail qui stresse ou pas? L'environnement, ça peut être l'accès au sport aussi. C'est important pour la santé, pour se promener, pour bouger, pour avoir des structures à disposition pour faire du sport. Voilà à peu près ce que j'ai en tête. Et puis, il y a le bagage familial aussi qui peut jouer. Tout à fait. Tout ça, ce sont des déterminants de santé. L'environnement au sens large, comme vous le dites, le logement, mais aussi l'environnement plus biologique ou écologique. Si on habite voilà, le lieu de vie plus généralement. L'accès aussi, les services et l'accès aux services qu'on va avoir autour de nous, tout ça, ça va influencer. Et on verra, il y a des facteurs aussi plus individuels en termes de génétique ou de comportement aussi qui vont déterminer l'état de santé. Pour parler de cette question des déterminants, on voulait vous faire visionner une vidéo qui explique un peu cette question de déterminants tout au long de la vie, dans quelles situations vont agir ces déterminants de santé. On va faire un test pour voir si vous avez bien le son quand on lance la vidéo. C'est bon ou pas? Monsieur Desmaux pensait que la santé se limitait au fait de ne pas avoir de maladie. Et pourtant, sa santé, notre santé, est influencée par de nombreux éléments dont les effets se mêlent les uns aux autres. Les caractéristiques individuelles, l'environnement physique et social, les comportements et l'organisation du système de santé sont autant de facteurs à prendre en compte. Ainsi, la santé de Monsieur Desmaux dépend de facteurs biologiques, particulièrement de son patrimoine génétique, qui peut influencer sa morphologie et sa prédisposition à développer ou pas certaines maladies. Il en a hérité de ses parents et grands-parents. La façon dont il évolue au fil des années, son poids, sa taille, son âge, va également avoir une influence sur sa santé. Son lieu de vie est important. Santé, bien-être, qualité de vie seront différents selon qu'il habite à la montagne, en ville ou à la campagne. Il n'y a pas de cadre de vie idéal. Qualité de l'air, bruit, aménagement et services contribueront à créer un environnement plus ou moins favorable à la santé. La manière de gérer ses émotions, sa façon de réagir face aux événements qu'il traverse sont naturelles, optimistes, stressés, nostalgiques ou confiants. Les relations sociales sont importantes. Son cercle d'amis, sa famille, ses rencontres, le fait de vivre seul ou accompagné. C'est lors d'une soirée entre amis que Monsieur Desmaux rencontra Madame San. La santé est influencée par des comportements, des choix que l'on fait tout au long de sa vie, mais aussi par l'éducation que l'on reçoit. Le métier et les conditions dans lesquelles on l'exerce, en extérieur ou dans un bureau, aura un effet marqué sur notre santé physique et sociale. Les moments de détente, les loisirs, peuvent aussi avoir un impact. Monsieur Desmaux et Madame San aiment le bricolage, le shopping, les jeux vidéo, faire du sport, le cinéma et les voyages. Monsieur Desmaux et Madame San peuvent faire des choix favorables à leur santé, comme décider d'arrêter de fumer, de consommer davantage de fruits et légumes, d'aller au travail en vélo plutôt qu'en voiture ou de limiter leur consommation d'alcool.
Enfin, la proximité et l'accessibilité des services et des professionnels de santé, comme le coût ou les délais d'attente, faciliteront prévention, soins et suivi de la famille à toutes les étapes de leur vie. En résumé, la santé ne se réduit pas à l'absence de maladie. Elle correspond à un état de bien-être physique, psychique et social, à la recherche d'un équilibre que chacun perçoit différemment. Et même si nous ne pouvons pas tout changer, il y a des facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour prendre soin de soi et des autres. Donc cette vidéo, elle est pratique parce qu'elle permet de vraiment reprendre tous ces aspects-là des déterminants de santé. On voit que dans ce qui est présenté sur la vidéo, il y a pas mal de choses que vous avez pu citer et qu'on a pu reprendre. Donc ça permet de voir en fait tous les aspects qui agissent sur notre santé et de voir qu'aussi il y a certains aspects sur lesquels individuellement on ne va pas avoir de poids et on ne va pas pouvoir agir. Ces déterminants, ils sont souvent représentés de cette façon-là. Donc, on entend par déterminants les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui ont une relation de causalité avec la santé des individus ou des populations. En promotion de la santé, on va parler de facteurs de risque ou de facteurs de protection. Et l'idée, c'est à la fois de soutenir les facteurs de protection et d'essayer d'améliorer les facteurs de risque. Donc, on est vraiment sur ces deux aspects-là. Les déterminants, ils se présentent donc sous ce format-là, avec ce schéma-là. Dans le premier cercle, le tout premier cercle au centre, on a les facteurs qui sont très individuels, vraiment liés au sexe, à l'âge, à la constitution, aux aspects génétiques. Tout ça va agir sur la santé d'une personne. On va retrouver ensuite les facteurs liés au style de vie. Donc là, on va avoir les comportements alimentaires, la pratique d'activité physique ou non, les addictions, l'hygiène de vie de manière générale, le sommeil, l'utilisation des écrans, etc. Le troisième cercle correspond aux réseaux sociaux et communautaires, l'impact que va avoir l'environnement social sur nos interactions et sur nos choix en matière de santé. On retrouve ensuite les conditions de vie et de travail, le milieu de travail, l'éducation, l'accès à la production alimentaire, la production de nourriture, le chômage, l'eau et les installations sanitaires, les services de santé et le logement. Et enfin, dans le dernier cercle qui est en bleu sur le schéma, ça correspond aux conditions socio-économiques, culturelles, environnementales, et on met là aussi toutes les conditions politiques. Est-ce qu'il y a des politiques de santé déjà en œuvre dans le pays? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau plus collectif et par rapport à la santé? Donc, on est vraiment sur tous ces déterminants-là, et on va voir que l'alimentation et l'environnement sont deux déterminants de santé qui vont agir sur l'état de santé individuel et des populations. L'alimentation, dans un premier temps, parce qu'il va être facteur de protection ou facteur de risque de maladies non transmissibles. Le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et l'environnement, parce que certains aspects de l'environnement vont avoir un impact sur la santé. La qualité des milieux, qualité de l'air, qualité de l'eau, ça a un impact sur la santé. Les nuisances véhiculées, donc là c'est tout ce qui est le bruit, la salubrité des logements, vont avoir un impact sur la santé. Les variations climatiques aussi ont un impact sur l'état de santé des personnes. Et en plus de ça, les activités humaines, notamment liées à la production alimentaire, ont un impact sur l'environnement et sur la santé. C'est un peu le cercle vicieux ou vertueux, hein, mais plutôt vicieux dans la plupart des cas. Mais voilà, cette idée qu'en fait, l'environnement a un impact sur la santé et d'un autre côté, l'activité humaine va aussi avoir un impact sur l'environnement. Donc, on voit que vraiment tout est lié. On va parler, on ne l'a pas noté là, mais souvent, on parle de One Health. La santé de l'environnement, la santé de l'homme et la santé des animaux vont être liées. Et on l'a vu avec
les derniers événements, notamment liés au Covid, par exemple, que tout ça est lié. On a mis aussi dans cette partie-là la présentation de ce programme qui s'appelle Mon goût pour le local et qu'on anime dans les écoles élémentaires du département. C'est Elsa, du coup, qui anime ce programme-là. C'est un programme pour aborder la question de l'alimentation, de l'environnement et de la santé. Surtout tu le fais du CP au CM2, avec bien sûr des activités adaptées à chaque niveau. Le programme, c'est 4 séances qui sont animées par Elsa et 2 séances qu'on a préparées qui sont clés en main, qui vont être animées par l'enseignant. La première séance, c'est sur manger quel sens, où il y a un travail autour des représentations de l'alimentation qui est fait et de la dégustation. Le deuxième, c'est sur le terroir, avec un travail sur la saisonnalité et les produits locaux. La troisième séance, c'est le lien avec la santé, les bienfaits des aliments et la découverte des fruits et légumes du territoire. La quatrième séance, c'est animé par l'enseignant sur l'alimentation et l'environnement avec l'impact environnemental d'un produit. Et si je ne me trompe pas, c'est le nuggets, Oui, le voyage exactement. du nuggets. Le cinquième séance, c'est le goûter pédagogique et la dégustation du goûter. Et la sixième, c'est la création d'une affiche de synthèse qui peut rester dans la classe et qui est animée par l'enseignant. Voilà sur ce programme-là. Ça va jusque-là? Donc, on poursuit Oui, avec... très bien, parfait. Merci. On poursuit du coup avec rentrer un peu plus dans le détail sur l'alimentation durable. On s'est dit, manger durable, c'est quoi? On a voulu partir sur 3 principaux points qui sont la saisonnalité, les circuits d'achat et les repas végétariens. On l'a mis parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les écoles et dans les cantines. Et on voulait du coup faire un travail dessus parce qu'il y a aussi souvent des fausses idées, des idées reçues sur ce repas. Et on s'est dit que c'était important d'en parler du coup. Pour commencer, on a voulu commencer par une définition finalement de manger durable, ça veut dire quoi? C'est des grands mots qu'on lit, ce sont des grands mots qu'on lit un peu partout, qu'on voit un peu partout, mais finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on devait mettre comme une définition derrière, on dirait que c'est une alimentation qui est respectueuse de l'environnement, qui est accessible économiquement et socialement équitable, qui vise à nourrir les femmes et les hommes en qualité et en quantité suffisante, avec un objectif de se faire aujourd'hui, mais de se faire également demain. Donc c'est une grande définition, un grand objectif. Pour ce faire, il y a 2 façons de le faire. Ça va être la première, de mieux acheter. Pour cela, on va sélectionner des produits qui sont les meilleurs pour notre santé, qui ont un impact plus petit sur l'environnement, le plus petit possible, et qui respecteront les producteurs, parce qu'il y a aussi les producteurs qui rentrent en compte dans tout cela. Et tu veux dire? Oui, ça me fait penser qu'il y a les producteurs dans le sens économique du terme, où c'est important qu'ils puissent être rétribués à leur juste valeur et implication, mais il y a aussi l'impact sur la santé des producteurs, notamment en termes d'utilisation des pesticides. Mais ce qui est important quand on regarde le biologique, finalement, c'est en grande partie, ça va être de prendre soin de la santé du producteur, par exemple. Et après, la deuxième partie serait de mieux consommer. Et pour cela, ça va être de cuisiner des recettes qui vont être variées et équilibrées pour prendre soin de sa santé, d'augmenter la part des produits végétaux parce qu'on sait qu'ils sont très bons pour notre santé, d'éviter le gaspillage alimentaire, évidemment, et de privilégier les emballages réutilisables. Et donc, on va aborder la première thématique de ce manger durable qui est la question de la saisonnalité. D'après vous, pourquoi c'est important de manger de saison? Quelles sont les raisons qu'on pourrait, si on devait argumenter, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme raison pour motiver à manger de saison, des aliments de saison? On est lundi matin. Non, mais c'est quelque chose que moi, je fais naturellement déjà depuis quelques années.
Mais si je dois trouver des arguments pour dire à quelqu'un de manger de saison, je pense que le premier argument là qui me vient en tête, ce serait le coût. Et dans le coût, ce serait le transport. Je pense à ma mère qui mange des tomates toute l'année et je lui dis, mais maman, les tomates, c'est que l'été, quoi, parce que ces tomates, elles arrivent d'Espagne ou du Maroc ou je ne sais où. Et puis, bah, elles arrivent et on voit bien qu'elles ont manqué un peu de soleil quand même et elles n'ont pas forcément bon goût, quoi. Enfin, voilà. Donc, dans ce que vous dites, il y a la question. En premier, vous avez dit du coût, enfin du transport et du fait qu'il y a plusieurs intermédiaires et que c'est moins naturel que de consommer de Exactement. saison. Mm. Il y a la question aussi sur la fin, là, vous disiez du goût, de la saveur que vont avoir les aliments, qui est peut-être pas la même, la tomate d'hiver ou la tomate du mois de juillet. Il y a la question des transports aussi. On verra que ça peut avoir plusieurs impacts en lien avec l'environnement. La première, en tout cas, c'est le fait que pour vous, c'est plus naturel de consommer des produits de saison, des aliments de saison. Oui. On va voir un peu ces raisons. Le problème, finalement, c'est qu'il y en a plein qui réalisent plus ce qui est de saison ou ce qui est pas de saison. Ils disent, mais dans le supermarché, des tomates, j'en trouve l'hiver, alors je vois pas pourquoi je pourrais pas en acheter. Oui, donc du coup, il faut aussi, dans ce que tu dis, refaire le lien avec de saison sur mon lieu de vie, sur mon bassin de vie. Oui. Parce que finalement, de saison, effectivement, si on va au supermarché, les tomates, elles sont tout le temps de saison, mais pas produites localement. Donc, il y a relocaliser aussi l'alimentation par rapport à ça. Et je crois qu'il y a un souci aussi avec le fait que les gens savent plus quel légume ou quel fruit correspond à quelle saison. Ouais. Du coup, les raisons qu'on avait listées, nous, bah, la première, c'était que consommer de saison, c'est déjà profiter de tous les bienfaits nutritionnels d'un fruit ou d'un légume. Et la nature est bien faite puisque chaque saison va répondre à un besoin du corps humain et du coup, les fruits ou les légumes de saison vont répondre à ces besoins-là. Par exemple, en hiver, notre corps il va avoir besoin de plus de nutriments et de vitamine C notamment. Et c'est justement la saison où on va trouver des poireaux, des choux, des épinards qui vont être riches en minéraux et des agrumes qui vont être riches en vitamine C. Donc, de ce côté-là, déjà, c'est bien fait. En été, c'est pareil. Notre corps, il va avoir plus besoin d'eau et on va trouver des fruits ou des légumes qui sont riches en eau. La tomate, le melon, la pastèque, la courgette. Et vous l'avez dit, l'autre avantage des fruits et légumes de saison, c'est leur saveur, c'est le goût qu'elles vont avoir, qui va être quand même bien différent quand le fruit il a mûri au soleil. Il va donc être plus savoureux, le fruit ou le légume, même la tomate, qui biologiquement est un fruit, c'est ça? On part sur le débat? Non, on ne part pas sur le débat de la tomate, qui nous a déjà tenu plusieurs repas. Donc oui, le fruit ou le légume va donc être plus savoureux et on va ainsi profiter du goût, des vitamines et de tous les bienfaits du fruit ou du légume qui sera consommé dans la bonne saison. La deuxième raison qu'on avait notée, c'était d'encourager ces fameux circuits courts. Qui dit manger des fruits ou légumes de saison, dit de manger des fruits ou légumes qui sont consommés sur notre territoire, qui sont produits sur notre territoire et qui du coup ne vont pas donc voyager. Donc quand on va être au supermarché, le premier réflexe à adopter, c'est de regarder la provenance des fruits ou des légumes. Comme vous disiez, par exemple, les tomates, de regarder où elles ont été produites pour être au plus près de cette question de saisonnalité. Ça va limiter aussi l'impact, ce qu'on appelle l'impact carbone. Si on consomme hors saison, on va faire venir les fruits ou les légumes de très loin, donc ça va augmenter l'impact carbone qui est déjà très important pour chacun d'entre nous. Donc, ce sera quand même plus intéressant de consommer local et de consommer des fruits et légumes qui n'ont pas été cultivés sous serre.
Ça encourage aussi l'économie locale et ça fait faire des économies. C'est moins coûteux de consommer des produits de saison. Et la troisième raison, c'était la protection de l'environnement. Vous parliez des moyens de transport tout à l'heure qui vont être polluants pour la planète, mais il y a aussi la question des produits chimiques. Pour favoriser la conservation des fruits et légumes qui sont consommés parfois très loin, on va utiliser des produits chimiques qui vont allonger leur temps de conservation. Donc ça aussi, ça va alourdir l'impact sur l'environnement. Et il y a également la question des emballages. Souvent au supermarché, soit on va utiliser les poches en plastique ou les sachets qui sont dans le supermarché, soit les aliments, les fruits et légumes sont déjà préemballés, ce qui fait quand même une accumulation d'emballage, ce qui est moins le cas quand on va consommer plus localement, mais ça, Elsa en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'était les 3 raisons qu'on avait listées. Et on va vous proposer du coup de jouer. On va faire un test sur les fruits et légumes de saison. Attention, on n'a pas prévenu, c'est pas sympa. Non, on n'a pas mis de petit jingle en plus. Pour ce faire, on va utiliser une fiche activité qui est dans un outil qui s'appelle Capsule. Capsule, c'est le classeur d'activités en promotion de la santé. C'est un outil qu'on a créé il y a plusieurs années maintenant. C'était au premier confinement. Et du coup, c'est un outil thématique qui permet d'aborder les questions de santé avec des enfants de 7 à 12 ans. Il y en a un sur les écrans, un sur la vaccination, un sur l'hygiène de vie, la nutrition, la santé environnement et le dernier qui vient de sortir sur la santé sexuelle. Et pour notre thème du jour, donc les 2 qui vont nous intéresser, c'est celui sur la nutrition et celui sur la santé environnement. La fiche qu'on va tester, je vais vous montrer déjà peut-être avant de jouer, je vais vous montrer les outils capsules. C'est donc des outils qui sont tout téléchargeables. Donc là, vous arrivez sur la page de l'outil, vous avez les thématiques sur le petit encart à gauche. Vous cliquez sur le thème qui vous intéresse. Donc là, on va prendre, par exemple, santé environnement. Et vous allez pouvoir, juste ici, là, télécharger les fiches capsules. C'est-à-dire que vous éditez un petit formulaire qui nous permet, nous, de comptabiliser le nombre d'enregistrements. Et vous allez ensuite accéder à l'intégralité de l'outil capsule. Je vais vous montrer, je vais aller sur le SharePoint du coup pour... on va vous montrer à côté. Ah, pardon. Un exemple de fiche, comment ça se présente. Alors, on les a déjà tous téléchargés, c'est pour ça que ça nous évite de faire la manip. On va aller dans documentation, capsule. Donc là, on s'est mis nous toutes les thématiques. On va aller sur santé environnement. Et on va prendre, je ne l'ai pas noté, la fiche 9, c'était qu'on voulait faire tester. Donc cette fiche, elle s'appelle Bien manger, pour moi, les autres et l'environnement. Toutes les fiches se présentent de la même façon. Vous avez ici le déroulé d'animation avec les différentes étapes pour l'activité à mettre en place. Et ensuite, si je descends un peu plus bas sur la fiche, ça c'est pour vous, sur les aliments de saison, vous avez tout le matériel pédagogique à imprimer, plastifier si vous le souhaitez. Donc là, sur cette fiche-là, il y a 4 panneaux pour les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et vous avez ensuite les étiquettes de fruits et légumes à reclasser. Et là, c'est ce qu'on va faire. On en a sélectionné quelques-uns et on va essayer de voir dans quelle saison on peut les classer. Donc, les fiches capsules, elles sont toutes faites de la même façon. Le déroulé, les fiches d'accompagnement pour l'animateur et le matériel pédagogique à imprimer, plastifier en autant d'exemplaires que nécessaire. Ah oui, je veux revenir sur le... Tu vas le fermer. Oui. Je reviens donc sur le diaporama. Comment je fais pour le remettre? Je le remets en plein écran. Allez, on y va. Alors, on a sélectionné
des tomates, des asperges, des pommes, des prunes, du melon, courgettes, oranges, endives, poireaux, potirons ou courges en tout cas, Courge. poires, chou-fleur, champignons et fraises. Alors, si on commence par les tomates, vous mettriez ça dans quelle saison? Été. Été. 1 point. Elsa compte les points. Les asperges. Printemps. Ouais. Les pommes. Je dirais automne. Ouais. Alors, on avait dit nous fin d'été ou plutôt automne, oui. Oui. Et avec une conservation, elles peuvent se conserver Bien plus longtemps. plus longtemps que du melon, par exemple. Donc, on peut les consommer sur une période plus longue, mais elles se ramassent effectivement en automne. Les prunes. Les C'est prunes, je difficile, dirais celui-là. été. Je ne suis pas très sûre. Ouais, c'est fin d'été, mais on avait mis été, nous aussi, pour les prunes. Le melon, Melon été, même si on été. en voit maintenant Ouais. du printemps. Mais plutôt été, effectivement. La pleine saison, en tout cas, c'est l'été. Les courgettes. Été. Ouais, été. Les oranges. Je dirais l'hiver. Oui, tout à fait. C'est un hiver. Les endives. Les endives, je dirais. Bah, j'hésite entre automne et hiver. Alors là, elles étaient plutôt en hiver dans D'accord. les calendriers qu'on avait trouvés. Le poireau, Hiver. hiver. Vous verrez qu'en fonction des calendriers, il y a des variétés de poireaux qu'on peut finalement euh, produire toute l'année. D'accord. Mais c'est plutôt hiver, quand même. Les courges, Automne. potimarron, automne. Les poires, Les poires, je dirais automne aussi. ouais, automne aussi. Le chou-fleur, Chou-fleur, hiver. hiver. Les champignons, Automne. ouais. Et les fraises, Printemps. ouais, printemps. et il y en a des tardives aussi qu'on va avoir en été. Oh. Bon, ben, vous êtes plutôt bien sur la saisonnalité. Vous êtes au point. Donc ça permet de se travailler. Ça peut se travailler donc en classe avec la fiche capsule là qu'on vous a présentée, en faisant autant d'étiquettes que de groupes que vous pouvez faire dans votre classe. Et du coup, ça peut être un travail qu'ils font en petits groupes pour retrier chaque aliment dans la bonne saison. Ça peut se faire comme ça, juste en réflexion, ou sinon en donnant un calendrier des fruits et des légumes de saison. Et à chaque fois, il faut aller chercher dans le calendrier quel légume ou quel fruit correspond à quelle saison, prendre la bonne étiquette et la remettre dans la bonne saison. Parce qu'on se rend compte que des fois, les enfants, en fait, ils en savent rien du tout, comme ça, à l'aveugle. Alors qu'en allant chercher, du coup, dans le tableau, ça les aide à retenir aussi. Ça les aide à se poser la question de comment s'appelle le fruit ou le légume, parce que parfois, il faut aussi se rappeler comment ça s'appelle. Et ensuite, d'aller chercher dans le tableau pour le mettre. Et ça aide à l'apprentissage. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé que... Oui, spontanément, ça doit être difficile de En tout de cas, les faire traiter. dans mon goût pour le local, il y a Ouais. une séance sur la saisonnalité et c'est de cette façon-là que je l'aborde en classe. Ouais. On vous a mis du coup sur la slide d'après 2 calendriers de saison des fruits et légumes. Le premier, c'est sur le site Manger Bouger, le site du PNNS, où là, il est fait de cette façon-là. Vous choisissez le mois euh, que vous souhaitez aborder ou traiter, et il vous liste les fruits, les légumes et aussi les poissons et les fruits de mer, parce qu'il y a aussi un calendrier de saison pour les poissons et les fruits de mer. Et Et même je crois pour les pour les fromages. fromages aussi. Donc ça, bon, c'est un peu moins... Mais là, on n'en est voilà, pas on là. n'en est pas là. Mais déjà, en tout cas, vous pouvez faire afficher plus et vous avez toute la liste par mois des fruits et légumes de saison. Le deuxième qu'on vous a mis, il est plus synthétique. C'est le calendrier de saison de l'ADEME, l'Agence pour le développement durable et l'environnement. Mais il est bien fait parce qu'il y a les images. Ah, j'ai mis 2 fois le même truc.
Il y a les images à chaque fois des légumes et des fruits et il y a les noms en dessous. Comme ça aide les enfants qui savent moins bien lire à déjà retrouver les légumes au bon endroit. Ceux qui savent bien lire, ils vont chercher dans la liste. C'est juste que c'est pas marqué en fonction des saisons, c'est marqué en fonction des mois. Donc il faut après bien rappeler quel mois correspond à quelle saison. Oui. J'ai pas mis le bon lien en fait, donc On le changera ouais, je d'ici vous là. le changerai, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est, il est quand même bien fait. Voilà, et puis il est assez visuel du coup. Ouais. Voilà, il est en petit, mais je voudrais pas plus gros. Mais voilà, il est recto verso. Il y a vraiment à la fois le visuel et la liste des fruits et légumes. Mince. Voilà. Voilà pour la question de la saisonnalité. Et après, on en arrive à la question des circuits de consommation. Il y a plusieurs types de circuits de consommation. On peut parler de manger local, on peut parler de circuits courts, on peut parler de plein de choses. Quel est le but finalement de favoriser certains circuits plutôt que d'autres d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on va plutôt consommer local ou plutôt consommer en circuit court? Quelle est la différence? Est-ce que vous avez des notions, des connaissances sur ce sujet? J'ai déjà consommé local, c'est ce que je préfère parce que je vais manger des bons produits. Généralement, la personne qui me vend ces produits, elle sait de quoi elle parle. Et puis, comme elle est face aux consommateurs, bah, je pense qu'elle privilégie des bons produits. Et il y a aussi un aspect que j'apprécie, c'est le fait de participer ou de favoriser l'activité de la personne qui va me vendre ses produits, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'en achetant ces produits, on va aider son activité. Voilà, et je trouve ça important. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous sauriez faire une différence du coup entre manger local et circuit court? Parce que c'est pas évident au premier abord finalement. Alors, manger local, pour moi, ça va être manger des fruits et légumes de la région ou du département ou proche de mon endroit d'habitation. Et le circuit court, ça va être euh, un mode de vente qui est le plus direct entre le producteur et le consommateur, avoir le moins d'intermédiaires possible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on devait donner une définition du circuit court, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. À partir du moment où on dépasse un et qu'on passe à deux intermédiaires, on ne peut plus parler de circuit court. Un circuit court, ça peut se faire sous plusieurs formes finalement. Ça peut être une vente à la ferme, ça peut être dans un point de vente collective, on en trouve de plus en plus. Ça peut être des paniers fermiers, ils se sont beaucoup développés pendant le Covid aussi, ça. Et c'était une très bonne chose et c'est resté. Ça peut être d'aller acheter sur le marché ou dans les foires. Et si on a un seul intermédiaire, ça peut être dans un restaurant. Il y a de plus en plus de restaurants aussi qui se développent en achetant des produits locaux et en le mettant en avant. On peut les trouver aussi dans les supermarchés, malgré tout, dans des groupements d'achat sur des plateformes communautaires ou dans des restaurations collectives qui ont de plus en plus des obligations avec les lois Egalim d'acheter des produits locaux et de le mettre en avant. Donc un circuit court, c'est ça. Et si on devait donner une définition de ce que c'est que consommer local, alors finalement, on n'a pas vraiment trouvé de kilomètres, de réelles règles de kilomètres maximum. Ça aussi, ça nous a tenu plusieurs repas sur Oui. On s'est repas posé la d'équipe question. sur kilomètres. Il y avait des 80, du 60, du 30. On a fait des sondages, mais on n'a pas vraiment trouvé de vraies règles. On a compris finalement que ça dépendait des types de produits qu'on voulait acheter.
La consommée locale, ça tient compte de la distance géographique entre le producteur et le consommateur, et non le nombre d'intermédiaires. Donc, il peut y avoir 12 000 intermédiaires, mais du temps que ça vient d'à côté de chez nous, ça s'appelle consommée locale. Cette distance, elle va varier en fonction du type de produit qui est concerné. Ça peut aller de 30 km pour des produits agricoles simples à une centaine de kilomètres pour certains qui nécessitent une certaine transformation. Donc finalement, si on devait faire un relationnel entre comment prendre le plus soin de sa santé, du local, des agriculteurs, de tout ça, on pourrait regarder le tableau qui est marqué sur la diapo qu'on a trouvé intéressant, qui différencie les circuits courts et les circuits locaux entre la distance relationnelle en bas, la distance géographique en haut. Et si on voulait vraiment faire parfaitement, ce serait peut-être de faire un peu un mix des deux. Et en fonction des produits qu'on va acheter, de l'argent qu'on a, du temps qu'on a, de tout ça, ça serait essayer de faire le moins loin avec le moins d'intermédiaires. Donc un mélange de consommation locale et de circuits courts. Après, je trouve que la question du temps, elle est intéressante Oui, parce que bien quand sûr. même, le fait de consommer local ou en tout cas consommer différemment, ça va quand même demander d'aller dans plusieurs points de vente différents au lieu d'un seul qui serait le supermarché, quoi. Donc c'est vrai que ça demande un engagement et un investissement un peu plus important pour cet aspect-là de consommation que si on va chez Carrefour, quoi. Je pense qu'en fait, il ne faudrait pas toujours chercher à faire tout parfaitement. Oui, c'est ça. À en faire le plus possible en fonction du temps, de l'argent, des connaissances, etc., et de la motivation qu'on a. Mais que déjà, si on était le plus possible à en faire un petit peu, ou en tout cas le plus possible aussi, et ben déjà, ça serait vachement bien. Il nous a semblé important aussi de préciser que la vente sur un marché n'est pas forcément synonyme de proximité. Il y a beaucoup de monde qui pense que d'aller sur le marché, c'est forcément acheter local ou forcément acheter en circuit court. Non, il est important de rappeler aussi qu'il y a des revendeurs sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les diaboliser, mais simplement que voilà, ce n'est pas forcément du circuit court ou du local qu'on trouve sur le marché. Après, on sait qu'à Châteauroux, si on veut manger des abricots, Oui, il y a un il moment, faudra passer par un revendeur, très il faut certainement. Il n'y a accepter. pas de producteur d'abricots. Mais si on veut manger des fraises, Oui, on tout à peut en fait. trouver assez On peut en facilement. trouver. Après, on a essayé de lister les avantages du local et du circuit court. On va voir que finalement, ça reprend pas mal les avantages qu'on a pu voir avant sur la saisonnalité, parce que tout se recoupe. En premier, on dirait que c'est profiter des produits qui sont de saison et qui sont récoltés au bon moment. Donc, ils sont le plus possible riches en nutriments, en minéraux, en vitamines, etc. Et qui sont meilleurs pour notre santé. Comme vous l'avez très bien dit, ça va être aussi soutenir les producteurs locaux avec une rémunération plus juste de leur travail, une économie plus durable, une valorisation également de leur travail, euh, parce que c'est important aussi de valoriser leur travail, qui est parfois difficile, de bénéficier des produits qui sont de qualité grâce à une relation qui est transparente avec le producteur. Comme vous l'avez dit, il est en face du consommateur, donc il doit expliquer ce qu'il a fait, comment il a produit ses aliments, et souvent ça permet d'avoir une relation plus transparente. Et l'achat devient un moment de partage où on va discuter avec le producteur. C'est un moment très agréable que de dire de comment vous l'avez fabriqué, est-ce que en ce moment, enfin voilà, de poser des questions, comment est-ce que je vais le cuisiner derrière. Ils sont aussi plein de bons conseils pour savoir cuisiner des choses qu'on ne sait peut-être parfois pas cuisiner. L'avantage, ça va être également de participer à la préservation de l'environnement avec moins de transport, moins de gaspillage. Ça reste le nerf de la guerre aussi. De découvrir des nouveaux fruits, des nouveaux légumes qu'on n'aurait pas forcément achetés, qu'on ne connaît pas, des variétés anciennes ou des produits qui sont oubliés. De profiter de produits de meilleure qualité gustative, la culture du bio et l'élevage plus respectueux des animaux. C'est quand même une liste assez conséquente
davantage à chercher à développer ce genre de consommation-là. Et de même, cette fois-ci, on va présenter une fiche également qui vient du classeur capsule, le classeur nutrition, qui s'appelle cerise. C'est la recherche du circuit d'une tomate entre le producteur et le consommateur. C'est la fiche 14 du coup. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse suivre le chemin de la tomate jusqu'au consommateur et de regarder combien est-ce qu'il y a eu d'intermédiaires et donc de savoir si ce sont des circuits courts ou non euh, au niveau de la consommation de cette fameuse tomate. C'est pareil, une fiche qui est clé en main sur le site dans Capsule et qui peut être réutilisée en classe. Donc là, on voit que Hector, il a eu un seul Réalisation, intermédiaire. Oui. Tac. Un distributeur Amdine, elle en a 2. avec le grossiste et le distributeur. Et Cerise Cerise, qui arrive elle va directement dans l'assiette du consommateur. Donc ça permet aussi de reprendre ces étapes dans le circuit justement et bien expliquer à quoi correspondent ces fameux circuits courts. Et après cette petite activité-là plus individuelle, il y a quelques questions à poser aux enfants dans la fiche sur cette thématique-là des circuits courts. Ce sujet, il est abordé également dans le programme du coup Mon goût pour le local. Pour ce faire, je demande aux enfants d'aller acheter virtuellement les aliments au plus proche de chez eux. Alors du coup, on a une grande carte de la région du département qui est mise sur le tableau avec des petites pastilles à chaque fois qu'il y a, alors c'est non exhaustif, hein, mais à chaque fois qu'il y a des agriculteurs de la région avec un code couleur en fonction des produits laitiers, des fruits et des légumes, des viandes, etc. Chaque groupe classe a du coup un nom de ville qu'ils doivent retrouver sur la carte du département. Donc, ça fait travailler la géographie aussi. Et à ce moment-là, ils doivent chercher du coup le producteur qui est le plus proche de chez eux. Retrouver la fiche producteur avec son nom, à quel endroit est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il produit, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il n'est pas bio, etc. Et fabriquer eux-mêmes leur petit goûter qui va récupérer les aliments et acheter du coup virtuellement chez ces producteurs les aliments dont ils vont avoir besoin pour fabriquer leur goûter en local, en produit local. Ensuite, on voulait aborder le menu végétarien, parce que c'est quelque chose qui est mis en place dans les écoles maintenant depuis la loi Egalim, une fois par semaine. Est-ce que vous sauriez faire la différence entre les menus végétariens, les menus végétaliens, les menus flexitariens, le vegan? Selon vous, quelle est la différence entre tous ces régimes-là? Je ne suis pas tout à fait au point, mais je sais que le végétarien, je pense que c'est juste du sans viande. Peut-être que le végétalien ou le vegan, ça doit être sans aucune protéine animale, c'est-à-dire pas d'œufs, pas de lait, pas de poisson. Ok. Et voilà, c'est flexitarien. Non, c'est les seules références que j'ai dans mon entourage, voilà, entre ceux qui mangent juste pas de viande et ceux qui vont aller un peu plus loin sans aucune protéine animale. Et je sais même, je crois que c'est même les véganes ou dans l'environnement à la maison, par exemple, ils vont pas acheter de canapé en cuir, pas de chaussures, enfin des trucs comme ça. Exactement. Vous avez raison sur plein de points. Le flexitarien, c'est finalement le mot qu'on connaît le moins, alors que c'est le régime le plus répandu dans la population. Ah, j'ai appuyé dessus. Si on devait différencier, on verrait que l'omnivore, c'est celui qui mange de tout. La viande, le poisson, les céréales, le lait, les œufs, etc. Il mange de tout. Le végétarien, celui-là, pour le coup, il va retirer la viande, il va retirer le poisson, il va garder les œufs et le lait, et il va garder évidemment les végétaux. Donc c'est le moins drastique. Le végétalien,
pour le coup, on va enlever la viande, le poisson, les œufs et le lait. Donc, tout ce qui vient de l'animal. Le végétarien, si on a une alimentation suffisamment diversifiée, on n'a aucun problème pour rester en bonne santé et puis pour manger équilibré. Le végétalien, pour le coup, si jamais quelqu'un décide de le devenir, il est important d'en parler à un docteur pour qu'il y ait une supplémentation parce qu'il y a notamment la vitamine B12 qui peut être carencée et qui devra du coup être supplémentée pas industriellement, mais pharmaceutiquement. C'est un mot compliqué qui compte plein de points au Scrabble. Mais voilà, c'est quelque chose qui devra être supplémenté. Et le flexitarien, lui, donc c'est celui qui est le plus courant. C'est quelqu'un qui va manger de tout, mais qui va diminuer sa quantité de chair animale pour en manger de meilleure qualité. Donc, il va manger moins souvent de la viande, moins souvent du poisson, mais quand il va en acheter, il va en acheter des produits qui vont être de meilleure qualité nutritionnelle ou de meilleure qualité, tout court. En classe, enfin à l'école, c'est que le menu végétarien, c'est quelque chose qui a été mis en place pour plusieurs raisons. Il y en a 6 qui sont principales. La première, ça va être que c'est meilleur pour la planète parce qu'il est moins polluant de faire pousser des champs de céréales que de produire, que d'élever des viandes. Dans la région, c'est un discours qui est un petit peu compliqué à présenter de cette façon-là aussi brute parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'éleveurs de viande. Donc, c'est quelque chose qui va être à apporter avec explication et accompagnement. Le menu végétarien, c'est quelque chose qui est également bon pour notre santé, tout simplement parce que ça permet de diversifier notre alimentation. Les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, c'est quelque chose qui est peu consommé, alors que ce sont des aliments qui sont vraiment très très bons pour notre santé et qui ne sont pas si difficiles que ça à cuisiner, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y en a beaucoup qui pensent que, quoi qu'il arrive, il faut toujours les mettre à tremper, par exemple, alors que les lentilles, elles peuvent être consommées sans avoir trempé toute la nuit jusqu'au lendemain. Manger végétarien, ça rend aussi plus équitable l'accès à l'alimentation de qualité, tout simplement parce qu'un paquet de lentilles coûte beaucoup moins cher qu'un steak de bœuf et qu'il est du coup plus accessible à tout le monde. Donc c'est bon pour notre portefeuille. C'est bon pour l'économie locale également, parce qu'on va diversifier les lieux d'achat également. Et ça répond à une attente sociétale très forte parce qu'on voit de plus en plus avec les nouvelles générations qu'il y a un objectif de prendre soin de la planète, de prendre soin de notre futur, du futur de nos enfants, et que de consommer de cette façon-là, c'est aussi prendre soin de notre planète. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de beaucoup se développer. Est-ce qu'à Villedieu, vous avez un menu par semaine végétarien? Par semaine, je ne sais pas. Je vous avoue, je reçois les menus de la cantine, mais je ne les regarde pas forcément. Ouais. Et puis parce qu'en fait, nous n'avons pas de cantine à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un centre commun aux 3 écoles. Et, Ok. et les enfants, en fait, se déplacent pour aller à la cantine. Donc, je ne vois jamais Ouais. les Du coup, oui. cuisiniers. Bien sûr, on en parle avec les enfants quand ils reviennent, mais il me semble qu'ils le font quand même. Ouais. Il me semble que c'est par rapport à la taille de la commune, non, il n'y avait pas une question comme ça, qu'il y a certaines communes qui ne mettent pas en place parce que Des dérogations. c'est des communes plus petites et que pour elles, ce serait trop peut-être compliqué ou je ne sais pas, à mettre en place. Il y a la question aussi de l'approvisionnement en produits locaux. Bah, là aussi, je ne sais pas non plus. Ma fille, quand elle était en primaire, ils avaient une cantinière, c'est-à-dire que sur Vendôme, la mairie mène une politique pour acheter des produits chez les commerçants de Vendôme et donc des produits locaux généralement. Et puis il y a quelqu'un qui faisait la cuisine, quoi, en quantité suffisante pour les enfants. Mais c'est vrai qu'à Villedieu, je ne sais pas du tout. C'est une question qui restera en suspens. Du coup, pour vous présenter ce que c'est qu'un menu végétarien, il se compose de cette façon-là pour être équilibré, bien sûr.
En premier, on va mettre plus ou moins une entrée de crudité. C'est quelque chose qui se perd beaucoup, les entrées, ou qui se remplace beaucoup par de la charcuterie. Alors que finalement, les crudités, c'est un des seuls moments où on mange des légumes crus en entrée. En plat, bon, à part en été, où on va mettre beaucoup de Tomate tomates mozza. avec de la mozza, ou des salades de concombre, ou des choses comme ça. Euh, en entrée, c'est un des seuls moments où on mange des crudités, donc c'est important que de le garder. Après, dans notre plat, on va faire le principe de l'association des légumes secs et des produits céréaliers. Tout simplement parce que dans la viande, dans le poisson et dans l'œuf, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des protéines. Les protéines, elles sont là pour nous aider à constituer notre corps, nos muscles, mais également toutes les cellules qui constituent notre corps. Et que si on enlève la viande de notre alimentaire, de notre repas à ce moment-là, c'est ça qui va nous manquer pour atteindre l'équilibre alimentaire. Ces protéines, il n'y en a pas qu'une, il y en a tout un éventail. Et on trouve la moitié de cet éventail dans les légumes secs et l'autre moitié dans les produits céréaliers. C'est pour ça que dans nos assiettes et dans l'assiette des végétariens, les bonnes recettes, les bonnes idées sont de mélanger les légumes secs et les produits céréaliers pour apporter tout l'éventail des protéines à notre corps, comme si on mangeait des viandes, des poissons ou des œufs. Donc, une portion légumes secs, une portion céréales et une portion légumes comme sur un repas classique. Ensuite, on mettrait, il manque un truc, un produit laitier qui n'est pas écrit sur la diapo. On fera les corrections. On fera la correction. Ensuite, on mettrait bien entendu un produit laitier pour constituer notre capital osseux. Et on finirait avec un fruit ou une préparation à base de fruits et que l'on remplacerait de temps en temps pour se faire plaisir par un produit sucré. Donc, une assiette végétarienne, elle se compose comme ça. On a des exemples de menus végétariens un tout petit peu plus loin. Je le détaillerai un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous appelez une préparation à base de fruits? Excusez-moi. Ça va être une compote, une salade de fruits, des choses comme ça. Ok. Oui, c'est vrai, je ne pense pas à le préciser forcément. Donc, mais ce n'est pas une tarte aux pommes. Après, ça dépend de la quantité de sucre que tu as mis sur ta tarte aux pommes. C'est pas ma Charlotte aux fraises. Bah non, pour le coup, non. Même si tu mets plein de fromage blanc et qu'elle est excellente. La compote, ça va être de la compote sans sucre ajouté, bien sûr. La compote classique ou la compote allégée en sucre, elle, pour le coup, ça sera un produit plaisir à garder de temps en temps pour se faire plaisir. À la différence de la compote sans sucre ajouté qui va vraiment remplacer une portion de fruits, là, pour le coup. Donc là, c'est un exemple de menu végétarien, c'est celui qui est idéal pour le coup. Donc c'est la première ligne qu'on va trouver sur ce tableau-là. On peut également remplacer ce menu végétarien tout simplement par une portion d'œuf ou par une portion de fromage ou par des produits à base de protéines végétales ou par des produits à base de protéines de soja. Là, on voit que dans les restaurations collectives, comme à la maison finalement, ce sont des plats végétariens qui sont à faire de temps en temps, donc qui ne sont pas à faire tout le temps. Dans les restaurations collectives, on ne va pas conseiller de mettre des panais fromagés ou des palais au gouda à chaque fois qu'il y a un menu végétarien. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire manger des légumes secs et de diversifier l'alimentation de cette façon-là. Donc oui, on peut faire des menus végétariens de plein de façons différentes. L'idée sera quand même de remplacer le plus possible par l'association céréales-légumes secs ou même par des repas à base d'œufs, mais pas à tous les coups. Sinon, ça va être toujours la même chose, donc pas de diversité. Et c'est là qu'il y a une liste d'exemples de plats qui peuvent être proposés, parce qu'on pense tout de suite à des choses toutes simples, mais finalement, on a une multitude de repas végétariens qui peuvent être proposés et qui peuvent être très goûtus. Le plus important, c'est de communiquer avec les enfants sur ce sujet-là. On pourrait proposer un couscous végétarien, par exemple, avec de la semoule, des légumes couscous, des pois chiches, cuisiné avec des épices, ça peut être très bon. Un dalle de lentilles au lait de coco, les enfants aiment bien le lait de coco, au curcuma et au riz créole. On peut faire un chili sin carne avec des haricots rouges, des oignons, du poivron, des origans, du paprika, du cumin, du riz créole, un peu de sauce tomate, et ça nous fait un chili sin carne.
Un parmentier végétarien avec une purée de haricots rouges ou de lentilles à la place de la viande et des pommes de terre. Des lasagnes aux légumes, ça marche à tous les coups dans les cantines, les lasagnes aux légumes, ou des raviolis aux légumes. Des pâtes à la bolognaise où la sauce bolognaise sera remplacée par de la sauce tomate avec des légumes et des fèves. J'ai jamais goûté la bolognaise avec les fèves, ça doit être particulier. T'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait et moi, je trouve ça bon. Ok. Après, moi, je suis quelqu'un d'habitué à ce Oui, genre de parce que la plat. fève, c'est particulier quand même comme goût. Mais ça ressemble tellement, en fait, que j'ai déjà fait des steaks de haricots rouges aussi. Ah oui. Et ça, pareil, Mm. c'est trop, trop bon, en fait. Des hamburgers au steak de haricots rouges dans des ateliers cuisine avec... ça s'est très bien passé, ça a été très bon. Des falafels aux pois chiches, ça, je sais que c'est toi, bon, tu y es j'adore ça. habitué. Claire J'ai en fait fait hier souvent. soir falafel avec des lentilles corail. C'est très bon aussi. Avec de la menthe, Ouais. on est en pleine saison en plus de la menthe, Mm. donc c'est le moment d'en profiter. Des tomates farcies aux céréales. Au lieu de mettre de la chair à saucisse dedans, on peut très bien mettre plein de céréales. Et au fond, on peut mettre un lit de lentilles à la place du riz. Des tomates provençales avec des flageolets et de la semoule. Un tagine de pois chiches avec des dattes pour le petit goûter sucré, des légumes rôtis et de la semoule. Un risotto aux champignons et aux lentilles. Enfin voilà, l'idée c'est bien de dire qu'on peut, on peut détourner plein de recettes classiques avec d'autres façons de les préparer. La grande astuce sera bien sûr de mettre des aromates, des épices, des condiments pour rendre le plat plus goûteux, plus fort, de lui donner du goût finalement. Oui, ça me donne appétit tout ça. Parce que ce que beaucoup de monde dit, c'est que les repas végétariens, ça n'a pas de goût, ce n'est pas bon. Bien sûr que si. Il faut simplement réussir à les cuisiner, apprendre à les cuisiner pour qu'ils deviennent appétissants et attrayants. Et parfois, moi, je me pose la question, alors c'est plus perso, mais du camouflage. Est-ce que tu l'annonces aux enfants, le camouflage ou Ah bah pas? tu vois, je sais pas. On pourrait faire plein de repas sur ce sujet-là, je pense. Oui. Je sais pas si on l'annonce ou pas. Moi, je suis pas pour tromper les enfants. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais Alors moi, ce que je fais, c'est que surprendre, c'est pas pareil. je leur dis on va manger ça, sans forcément dire ce qu'il y a dedans. Mais par contre, s'ils me demandent ce que j'ai mis dedans, je leur dis qu'il y a C'est ça. quand même. Je trouve Mais que c'est c'est vrai une que bonne des idée fois, aussi. sur les galettes, je fais souvent des galettes de courgettes ou des trucs comme ça, parce que la courgette, ça passe pas trop. Mais ça se voit qu'il y a de la courgette. Moi, je l'avais fait sur les abats, parce que les abats, des fois, avec les enfants, ça passe pas forcément très, très bien. Et j'avais fait du foie, et je leur avais pas dit, mais ils m'avaient pas demandé. Ah, t'es rude. Alors, je leur ai dit, tenez, c'est de la viande, goûtez, vous allez voir, c'est trop bon. Et ils ont mangé, ils ont dit, c'est trop bon, et je leur ai dit après ce que c'était. Après, je pense que chez les enfants, l'idée de manger de la viande ou pas, c'est pas quelque chose qu'ils conceptualisent. Donc, Non, finalement, c'est peut-être plus qu'ils les s'en parents. fichent un peu. C'est plus la notion de manger des légumes. Oui. Et je pense que, parce que je me projette par rapport à notre projet pour l'année prochaine, et j'espère pouvoir à un moment donné faire un atelier et essayer de leur faire manger, par exemple, du chou de Bruxelles, mais je leur dirai pas que c'est du chou. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a les découvertes enfin, un peu voilà, en version défi où on goûte et on essaie de deviner ce que c'est à l'aveugle, ouais. Ils adorent faire ça en plus. Ouais. Et puis là, en plus, on en a parlé un petit peu sur le premier webinaire, il y a tout le lien au sens avec l'importance des sens dans l'alimentation. Il y a des choses à faire, oui. Ensuite, on vous avait mis quelques exemples de menus végétariens qui peuvent se retrouver dans les cantines. Là, ce sont des exemples qui sont faits par une diététicienne qui s'appelle Anne-Lise Aussour, qui travaille pour l'école du Poinçonnet, qui avait proposé ces menus-là. Salade de coleslaw, risotto de courgettes, emmental, tarte aux pommes. Bon, moi, c'est des menus qui me font envie. Ouais, moi aussi. Salade œuf dur, pâte à la bolognaise végétarienne avec gruyère râpée et poire au chocolat. Potage, couscous, végé, fromage, éclair. Tarte au fromage, salade de lentilles et carottes, tartare et clémentine.
potage, chilicine carnée, riz, Saint-Paulin et flan pâtissier. Et carottes râpées au maïs, gratin de chou-fleur et pommes de terre à la béchamel. Ça marche à tous les coups, ça. Fromage et clafoutis aux pommes. L'idée, c'est de montrer que on peut faire des menus qui donnent envie, même avec des plats végétariens. Et ensuite, on a fait une diapo qui nous semblait importante sur comment communiquer avec les enfants sur ces fameux menus. On est d'accord que, effectivement, souvent, c'est les parents qui vont plus être réfractaires parce que les parents ont été moins habitués dans leur enfance à manger ce genre de plat. Et du coup, peuvent avoir une certaine réticence en disant si jamais je ne donne, il n'y a pas de protéines à la cantine, mon enfant va avoir faim cet après-midi. Alors que, en fait, ça n'a rien à voir. Les protéines ne donnent pas d'énergie. Elles sont là pour constituer notre corps et c'est les féculents et les céréales qui donnent de l'énergie à l'inverse des viandes. Il peut y avoir ça souvent. Donc, comment faire pour communiquer avec les jeunes convives? En premier, on pourrait dire que c'est expliquer ce que c'est qu'un menu végétarien. Un menu qui ne comporte pas de chair animale, mais qui comporte des céréales, des légumes secs, des légumes en fonction des saisons. Un menu qui peut contenir du lait, du fromage, des œufs, et puis peut concerner l'entrée, qui concerne l'entrée, le plat et la garniture. Déjà, ça va enlever le mot végétarien et expliquer ce que c'est parce qu'on accepte souvent plus facilement quelque chose quand on comprend ce que c'est. Après, on peut motiver les enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait un menu végétarien par semaine? Pour varier les menus, parce que c'est bon pour notre santé. Pour découvrir des nouveaux aliments et des nouvelles saveurs. Les enfants, ils aiment découvrir, ils aiment apprendre des nouvelles choses et ça peut en passer par là. Et on peut leur dire aussi que c'est pour préserver les ressources de la terre et nourrir tout le monde. Ils sont aussi très sensibles de plus en plus, mais parce qu'on travaille avec eux sur ce sujet, à l'écologie, à la préservation de la planète, et de leur expliquer que ça en fait partie, ça peut être aussi une bonne entrée en matière. Et ensuite, on peut les accompagner à manger et à découvrir des nouvelles recettes. On va commencer par des recettes connues et simples, comme mes fameuses lasagnes végétariennes. C'est quelque chose, les enfants adorent les lasagnes en général. Donc, de commencer par ça, ça peut déjà montrer qu'on peut manger facilement des menus végétariens agréables. Les falafels, c'est des boulettes qui peuvent se manger facilement avec les doigts. Les enfants adorent manger avec les doigts, trempouillés dans une sauce. Pareil, c'est une bonne entrée en matière, les grands aussi d'ailleurs. C'est une bonne entrée en matière pour faire accepter ce menu. Et ensuite, il y a quelque chose qui me semble très, très important, c'est de prendre le temps d'expliquer les recettes au moment du service, bien sûr dans la mesure du possible, ou dans le restaurant scolaire, ou via une communication qui peut être affichée, ou le matin au périscolaire, de travailler sur le menu de la journée et de présenter les recettes du jour. Ou peut-être que si c'est votre projet de classe, en classe, peut-être que vous pouvez en parler aussi de ces menus qui sont proposés à la semaine et de voir pourquoi, comment, etc. Tout simplement parce qu'un enfant qui est prévenu et qui sait où est-ce qu'il met les pieds est un enfant qui sera plus enclin à goûter ce qu'on lui met dans son assiette. Alors que si on lui met une grosse louche en lui disant « mange, c'est pour toi », et ben, ça passera beaucoup plus difficilement que si on lui a expliqué pourquoi et pourquoi c'est bon pour lui. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera magique, ça veut simplement dire que petit à petit, ça sera plus facilement accepté par l'enfant et donc par les parents, parce que si les enfants font la promotion à la maison de ce mode d'alimentation, petit à petit, les parents finiront aussi par se dire que peut-être ça peut être une bonne chose et que peut-être que son enfant mange suffisamment à la cantine, même ces jours-là. Moi, j'entends des fois aussi la question du prix. Enfin, on Oui. paye quand même, je ne sais pas combien, pour manger des Alors, menus végétariens. la loi Egalim, elle est là aussi pour augmenter ces menus-là dans les cantines, effectivement, mais l'idée, c'est aussi du coup de récupérer l'argent qui est moins dépensé sur ces journées-là pour acheter des produits plus locaux, de meilleure qualité, et du coup apporter une alimentation de meilleure qualité à nos enfants. Donc oui, ce jour-là, le menu est plus cher, peut-être plus cher que ce qu'il y a dans l'assiette, mais cet argent est réinjecté sur les menus d'après. Donc ça, il faut l'expliquer aussi. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Voilà pour les menus végétariens.
On finit du coup cette matinée avec un temps sur les outils pour animer des séances en classe. Et on va démarrer avec pourquoi aborder la question de l'éducation à l'alimentation et le lien avec l'environnement en classe. Mais il y a vraiment l'idée de, on va dire, d'éducation civique et citoyenne à la protection de l'environnement déjà. Et puis parce que bah, vous êtes sans doute mieux placé que nous pour le savoir, mais tout ne se joue pas à la maison, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ouvrent les enfants à l'école, bien sûr, et que pour certains, ça va peut-être être une découverte, ces questions-là, de lien entre alimentation et environnement, parce que c'est peut-être des sujets pas du tout abordés avec leurs parents à la maison. Donc déjà, se nourrir grâce à l'agriculture, la pêche, l'élevage va impliquer des modifications dans le paysage et dans les écosystèmes, des problématiques larges concernant la protection de l'environnement, les conséquences du réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, l'accès à la santé, les impacts économiques de ces activités sont liés aux objectifs de l'alimentation durable dont on parle depuis le début du webinaire, d'autant plus que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Il y a vraiment cette idée d'éducation vu les prévisions pour les années à venir. Et du coup, cette idée d'alimentation durable est une responsabilité collective, engagée et mobilise les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc, il y a un réel enjeu à éduquer au développement durable en lien avec l'alimentation. Donc là, on est vraiment sur une vision collective de l'éducation à l'alimentation et à l'environnement. On a noté quelques thèmes qui peuvent être abordés autour de ces deux aspects-là. Alors, on avait noté la gestion du gaspillage et des pertes alimentaires, qui peut être un thème en lien avec l'alimentation et l'environnement, les modes de production agricole et leurs effets sur l'environnement, en fonction de si on produit suivant les règles de l'agriculture biologique ou de l'élevage intensif, par exemple, il n'y aura pas les mêmes répercussions sur l'environnement. Les avantages du fait maison, le fait de consommer différemment et des produits bruts va nous amener à faire plus du fait maison. La question de la sécurité alimentaire à toutes les échelles. Les rencontres avec des producteurs locaux, si vous avez la possibilité. La dégustation d'aliments et pourquoi pas de produits locaux. Mettre en place un potager aussi. Les repas végétariens et la question de la saisonnalité dont on a parlé tout à l'heure. Ces thèmes-là, on les a trouvés et on a complété un petit peu sur un document qui s'appelle Vademecum aux séances d'éducation alimentaire en classe, quelque chose comme ça, qui est sur le site EduScol. On vous a mis le lien là si vous voulez aller jeter un coup d'œil par la suite, qui est plutôt bien fait, qui donne quelques idées concrètes et ils mettent même, alors nous on ne sait pas le faire ça, mais ils mettent même par rapport aux compétences et aux programmes les aspects qui peuvent être travaillés. Et on va finir avec quelques exemples de supports qui peuvent être utilisés. Ouais. Je vais commencer par ceux qui sont téléchargeables. Je vais arrêter le partage sur l'ordinateur d'Elsa et on va passer sur le mien parce que j'avais mis tous les supports sur le mien. Alors, du coup, je partage là. On va aller sur les outils. Alors, le premier que j'avais mis sur le diaporama, ça s'appelle « Mettre la table pour l'avenir ». Je vous l'avais téléchargé. Donc là, il s'agit d'un guide qui est disponible en téléchargement et qui va aborder les questions de l'alimentation locale et durable et qui propose des activités à mettre en place en classe. Alors, vous avez 6 fiches d'activités en tout. Il faut que j'aille sur la page 9, je m'étais noté. Donc, la première activité, ça s'appelle « Faire la lumière sur son assiette au quotidien ». On a ensuite « On cuisine avec ce que l'on a ». On a une troisième fiche qui s'appelle « Défraîchis, un vrai défi ».
Alors celle-ci, on l'utilise assez régulièrement. Elle propose des cartes d'aliments dans des étapes plus ou moins avancées de détérioration. Et du coup, on doit trier si on peut réutiliser l'aliment, le recuisiner, le mettre au compost ou le jeter. Oui. On a ensuite Pimpe ta recette. Je crois que sur la fiche initiale, c'était que poubelle ou Cuisine. recuisiner et que nous avions rajouté compost ou les poules. Ah oui. Oui, Oui, tout à fait. parce qu'on trouvait que c'était important. Les circulaires, donc les circulaires, c'est un mot québécois qui veut dire la publicité, enfin les fascicules de publicité qu'on peut recevoir dans la boîte aux lettres. Et la dernière s'appelle Manger sain, local et durable toute l'année. Si je reviens sur sur l'activité défraîchie, donc vous avez le descriptif et vous avez là aussi, je descends, je descends, je descends. Vous avez là aussi donc les images à imprimer et dire si c'est réutilisable ou pas. Et ça permet d'aborder aussi les questions de... Tu rigoles, des mouches. Oui. On a des mouches dans la pièce et c'est insupportable. Ça permet d'aborder aussi la question de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça fait si on consomme un aliment qui n'était plus bon, par exemple? De parler des DLUO, de parler des DLC, de parler... Voilà pour ce premier support-là. On vous avait mis aussi un jeu qui s'appelle Quelle saison? qui est très très beau. Qu'Elsa aime beaucoup. Oui, parce qu'il est beau. C'est Alors, important, je trouve. donc le plateau, vous voyez, il est en 4 parties, comme ceci. Donc là, on a l'automne, l'hiver. Bon, vous voyez les 4 parties du plateau, Se hein, vous voyez où reconstitue, on en veut fait, en un en cercle. venir. Donc ces quatre parties correspondent aux 4 saisons. Et vous avez ensuite des questions. Non, ça, c'est que les... Mince. Elles sont les cartes. Vous avez ensuite des questions à venir. C'est comme un jeu de loi, en fait, mais vraiment sur la saisonnalité des fruits et légumes. Et en fonction des cases sur lesquelles on tombe, on va poser des questions aux participants sur la saisonnalité. Donc là, vous avez les questions sur les cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les questions et la réponse. Donc c'est assez pratique pour l'intervenant. Il n'y a pas que des questions, il y a également Mhm. des mimes et il y a également des dessins. Dessine et fait deviner. Donc ça rend le truc un peu plus ludique finalement. Il y a des, oui, il y a des, c'est pas des charades, c'est des devinettes également, il me semble. Donc voilà. Et celui-ci peut se jouer en grand groupe ou en petit groupe. Et même chaque groupe va travailler sur une saison, par exemple. Ça peut aussi être possible. Et c'est un jeu à télécharger? Oui, en fait, alors D'accord. je reviens sur le... Là, je les avais tous pré-téléchargés, mais c'est Elsa qui a le diaporama. En fait, sur le diapo, je vous ai mis les liens. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur le titre du support et vous accédez sur la page qui vous permet de télécharger l'outil. Après, au pire, D'accord. si jamais vous n'avez pas forcément enfin, le temps de le faire, nous, on l'a téléchargé. On a pour objectif de le faire tout beau, tout propre cet Ouais. été. On peut aussi vous le mettre à disposition et vous le prêter si vous voulez. D'accord. Dans la sélection qu'on avait faite, on avait mis également une exposition de l'ADEME qui s'appelle Un enjeu planétaire, Expo ADEME, l'alimentation durable. Donc l'expo, elle est comme ça. Elle est quand même pour des plus grands, enfin plutôt pour les CM1, CM2, parce qu'il y a pas mal de textes à travailler. Donc ça permet d'aborder les questions de l'alimentation durable, les filières de demain, le végétal. Il y a 4 panneaux en tout. Et le gaspillage. Et associé à
à cette exposition, vous avez des fiches pédagogiques que vous pouvez réutiliser pour exploiter les panneaux. Voilà, donc ça, on vous mettra aussi, enfin, c'est dans le lien, vous avez accès à l'expo qu'il faut du coup imprimer. Nous, on l'a en version A3 plastifiée. Et puis les fiches d'animation sont accessibles aussi sur le lien que vous avez sur le diapo. On avait mis aussi... Ah non, ça c'est le lien, mais je reviendrai après. Parce que je switch entre mon dossier et puis ce qui est déjà sur le diaporama, mais je reviendrai après. On avait mis un jeu qui s'appelle Le Champ des possibles. Alors là, c'est un jeu de plateau. On l'a imprimé, plastifié, nous, pour le centre de documentation, mais il a l'air un peu complexe à prendre en main. L'idée, c'est en fait, chaque groupe va avoir un village qui est comme ça, et il va devoir compléter avec des cases, enfin des carrés, son village de manière à voir l'espace qu'il va prendre dans son champ et ce que ça va consommer et comment ça va exploiter en gros la planète. C'est pas très clair mon truc, mais en montrant les cartes peut-être. Là par exemple, l'élevage de poussins, ça va prendre une case par poussin. Il va compléter son village de la sorte. Les pommes de terre, pareil. Encore testé celui-là. Non, on l'a pas testé. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir l'impact que ça a qu'a la production sur l'environnement, en fait. On est vraiment sur ce thème-là. On va repasser sur l'ordinateur d'Elsa pour finir la présentation des outils. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez les liens directement sur Excusez-moi, j'ai pas votre partage d'écran. Ah mince, pardon. Je pensais que j'avais... Ah oui, j'ai présenté, mais j'ai pas partagé. Merci. On va y arriver. Hop. Voilà. Pas fait inclure le son, c'est normal. Oui, ah oui, on a besoin de vidéo. Et présenter. Non, même pas en fait. Donc là, vous voyez, en fait, quand vous cliquez, quand vous aurez le document en PDF, vous cliquez sur le titre et à chaque fois, vous avez le lien qui vous envoie vers la page de téléchargement. Là, on va finir avec ce programme-là qui s'appelle Atout Jeune et ensuite le matériel qu'on a, nous, en prêt dans le centre de documentation. Donc, le site qui s'appelle Atout Jeune, il vous permet de sélectionner le public, le thème en lien avec l'alimentation que vous voulez aborder, s'il y a une question de saisonnalité ou pas, la tranche d'âge du public, la durée des séances et le budget que vous avez pour mettre en place. Alors, on ne va pas trop filtrer pour que vous puissiez voir un peu la variété des fiches. Et ensuite, ça vous donne accès à tout un tas de fiches à mettre en place, de fiches d'activité à mettre en place sur le thème de l'alimentation. Là, par exemple, il y a une fiche qui s'appelle « C'est l'heure du goûter ». Je vais cliquer dessus si vous voulez travailler sur le thème du goûter. Vous avez la fiche à télécharger. Encore une fois, les objectifs, le descriptif ensuite de l'animation. Et en annexe, alors je ne sais pas si c'est le cas sur celle-ci, mais vous avez même parfois voilà, des annexes à télécharger, ça peut être du matériel à plastifier et découper, des fiches individuelles à remplir, etc. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de fiches. Vous retrouvez notamment sur celle-ci le jeu de la saisonnalité sur ce site-là. Et vous pouvez, si on sélectionne par exemple citoyenneté, où on va être plus en lien avec l'environnement, vous avez citoyenneté alimentaire, répartition nord-sud, l'organisation du frigo, les menus équilibrés, dans la peau d'un agriculteur biologique, c'est un jeu de rôle.
La question plus de la publicité des marques, frais congelés ou en boîte, le jeu quelle saison, un guide pour cuisiner les restes, etc., etc. Donc là, à chaque fois, vous avez le descriptif de l'activité et le matériel à télécharger. Il est assez complet, hein, ce site-là. On finit du coup avec, alors pour les plus petits, avec un album jeunesse C'est très beau. qui s'appelle Trois histoires pour être attentif à mon environnement, à ma nourriture et à mon corps. Donc il y a une histoire plus en lien avec l'environnement, une plus en lien avec la nourriture, l'alimentation et une plus en lien avec le corps. Donc là, à chaque fois, on peut lire les petites histoires. Sur les cycles maternels, Elsa se sert beaucoup des albums jeunesse pour animer les séances. Ça marche aussi avec les CP sur Oui. une autre thématique. Oui. Enfin, moi, je le fais sur les compétences psychosociales avec les cycles de CP. Et j'aime bien celui-là pour introduire le passage sur l'alimentation, pour introduire la dégustation et le fait de se poser la question quand on mange du goût, de la saveur, de tout ça. Et voilà, ça introduit en tout cas cette notion de dégustation alimentaire. Alors là, c'est quand même plus avec des plus jeunes. Ensuite, on vous a mis 3 jeux de plateau. Le premier, il s'appelle D'où viennent les aliments? C'est un jeu, alors ça va pas être évident, je vais essayer de vous le montrer au mieux. C'est un jeu où on a un gros dé comme ça, avec les faces des types de production. Donc on a la mer, le verger, le potager, l'élevage. Et sur la table, vous avez disposé des petites cartes comme ceci. Et du coup, les enfants vont lancer le dé, ils vont piocher une carte qui leur semble correspondre à l'univers. Par exemple, ils tombent sur la mer, logiquement, ils vont choisir cette image-là de sardine et ils vont venir l'associer, la disposer à côté de l'hexagone correspondant. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la partie, tous les hexagones des 4 univers différents seront complétés avec les aliments qui sont produits dans cet univers-là. Donc, c'est vraiment pour travailler sur d'où viennent les aliments. Ensuite, on a un autre jeu de plateau qui s'appelle le Ludobio, où là, il y a plusieurs parties. Alors, il y a une partie, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez bien quand je vous montre là les... Pas trop trop. Si, je vois très bien. Vous voyez bien. Donc, sur ce jeu-là, il y a une première partie qui s'appelle le jeu de l'assiette, où en fait, vous avez des morceaux de puzzle qui vont composer un plateau, de repas. Donc, vous avez, je vais vous les montrer, ce sera peut-être plus simple. Vous avez des parties de puzzle comme ça, des parties de puzzle comme ça, des parties comme ceci, comme ceci aussi, et comme ceci. Et le principe, c'est de faire recomposer aux enfants un plateau équilibré. Donc, pour chaque plateau, il y aura une portion de légumes, une portion de féculents, une portion de viande, poisson, enfin de protéines, un produit laitier et une entrée. Donc, en tout, je crois qu'il y a 7 ou 8 plateaux à composer. Et ça permet aussi d'aborder la question des goûts. Est-ce que vous aimez bien ces aliments-là? Est-ce que vous avez l'habitude d'en manger ou pas? Est-ce que vous l'auriez composé différemment? S'ils ne sont pas en équipe, chacun va composer son plateau. Mais voilà, est-ce que toi, tu aurais mis autre chose à la place? Ça permet d'aborder ces questions-là. Sur ce plateau Ludo Bio, il y a aussi un grand jeu de plateau. Très grand, très grand, très grand.
qui va reprendre. Alors là, on n'est pas sur le voyage du nugget, mais on est sur le voyage de la fraise. On part du semis de la fraise jusqu'à la confiture de fraise. Et on va voir toutes les étapes de transformation que va subir la fraise. Donc là, on est plutôt sur l'aspect du produit, des étapes de confection d'un aliment transformé à partir d'un produit brut. Voilà. Et il y a aussi un jeu des 4 saisons. Donc c'est le même principe que les jeux de saisonnalité qu'on a pu voir. Il faut retrier des aliments par rapport à leur saison. C'est un jeu de cartes et un jeu de tri. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, alors on l'a mis parce qu'il est en lien avec l'environnement, mais peut-être un peu plus décalé de l'alimentation. C'est le jeu de la famille Zéro Déchet. Vous avez peut-être déjà vu en librairie ou ailleurs ces visuels là, de la famille Zéro Déchet. C'est une personne qui a un blog et qui a des comptes sur les réseaux sociaux et qui sensibilise justement à la question du zéro déchet. Alors, je dis qu'il est un peu plus décalé de l'alimentation parce qu'en fait, c'est la question du zéro déchet, mais dans la maison en général. Vous voyez, quand on ouvre la boîte à l'intérieur, il est, je sais pas si comme ceci. Donc, ils ont reconstitué une maison à l'intérieur du jeu de plateau. Et l'idée, c'est de voir dans chaque pièce de la maison où est-ce qu'on peut diminuer au maximum la question des déchets, des emballages, etc. Voilà. Donc, on l'a mis, mais il est un peu plus, un peu à part des autres supports. Voilà un peu pour les outils qu'on pouvait vous présenter. Il y en a plein d'autres, mais on a essayé de sélectionner par rapport au public et à la thématique un maximum. Et puis d'en trouver aussi des téléchargeables que vous pourriez réutiliser si vous le souhaitez dans vos projets de l'an prochain. Voilà pour cette matinée. Est-ce que vous avez des questions, des points à éclaircir ou des questions sur l'activité ou des remarques? Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que j'apprécie aussi, ce que j'ai pu découvrir dans la présentation que vous avez faite à ma collègue, c'est que vous donnez des pistes pour exploiter des notions en classe et c'est vrai que c'est très réconfortant, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mûrir le projet, pouvoir établir une progression sur l'année, sur ce qu'on va pouvoir aborder. Donc, c'est très bien. Ces jeux que vous m'avez montrés, je peux les trouver sur Internet pour les commander? Alors, les 3 jeux là, oui, ça Par se... exemple, d'où viennent les aliments? Oui. Alors, c'est un éditeur qui s'appelle Akros, Akros. Ils produisent pas mal de matériel, hein. On a pas mal de jeux de chez eux. Ils en ont fait un qui est bien, mais peut-être un peu plus compliqué, qui s'appelle les super aliments, qui permet de comprendre à quoi servent chaque aliment, chaque groupe d'aliments. Mais oui, ça peut se trouver tout à fait sur Internet en commande. Ok. Et ma collègue m'a dit donc il était possible de faire appel à vous pour prévoir des animations en classe, c'est ça? Par rapport à ce que vous m'avez présenté tout à l'heure, les 6 séances, enfin les 4+2. Oui, alors elle était en maternelle, il me semble. Hein. Non, on est en cycle 2. Des élémentaires, d'accord. On a uniquement des CP et des CE1 dans notre école. Oui, c'est pas un problème, ce sera adapté. J'ai 2 façons de mettre en place ce programme. Un pour les CP, CE1, CE2 en fonction de l'avancement des CE2 et un pour les CE2, CM1, CM2. Donc, on s'adapte. On a l'habitude. Donc, à la rentrée, je reviens vers vous pour prévoir une planification d'intervention. Moi, je vous ai déjà marqué sur ma petite liste prévisionnelle de l'année prochaine. Et avec plaisir pour qu'on se remette en contact en début d'année prochaine, bien sûr.
Ok. Et je pense que je vais faire un mailing là, juste là, cette semaine avant que tout le monde parte en vacances pour proposer aux écoles justement pour dire qu'il y a ça et que ceux qui voudraient s'inscrire avant de partir en grandes vacances peuvent le faire dès maintenant. Ok. Très bien, parfait. Mais vous êtes sur ma petite liste. C'est gentil, merci. Avec grand plaisir. Ok, bah écoutez, non, bah pas plus pour le moment. Donc nous sommes 3 enseignantes. On va mettre en commun les informations que ma collègue a récoltées, les miennes, et puis on va se partager tout ça. Très bien. Merci en tout cas de Merci votre beaucoup. Oui, merci. participation. Merci. Et puis à Et très bientôt. Bonnes oui, vacances. merci Oui, à à vous vous aussi. aussi. Au Au revoir. revoir.